Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ici, on va faire un petit quelque chose de spécial. Oui, effectivement. Alors bon, on est ici devant le bac de l'entrée. Hein. Oui, le bassin à l'entrée du magasin, tout à fait. Bon, les gens qui viennent régulièrement le connaissent. On a décidé de changer, de moderniser le filtre. Celui qui est évidemment dessus, il est dessus depuis presque 9 ans maintenant. Donc on avait à ce moment-là évidemment mis ce qui était disponible, ce qui se faisait à l'époque à notre connaissance de mieux. Malgré tout, c'est un filtre multichambre en polyester qu'on va pouvoir voir sur les images, avec un préfiltre à grille ainsi qu'un filtre à perles, donc ce qu'on appelle les bead filters, avec évidemment UV et ozone. Donc ça, c'est ce qui était dessus. Alors, on ne peut pas dire que c'est un système de filtration qui ne marche pas, ce serait mentir. Il a donné des bons résultats pendant un bon moment. Mais il y a plusieurs facteurs, évidemment, qui ont fait qu'on a décidé de changer. Le premier, c'est évidemment le côté pratique pour l'entretien. Un filtre multichambre, même avec un filtre à grille comme on avait là, qu'on pourra voir sur les images ensemble, ça demande toujours évidemment des interventions manuelles pour l'entretien du filtre, que ce soit le filtre à chambre, on avait un vortex évidemment avant le filtre à chambre, tout ça fait qu'il y a quand même des interventions manuelles à faire de manière régulière pour éviter évidemment de stocker en grande quantité les sédiments et les déchets bien entendu, puisque dans des bassins avec des relativement gros volumes comme ceux-ci, et des gros poissons, on donne évidemment beaucoup de nourriture, puisque comme tous les amateurs de koi, on essaie évidemment de leur donner la meilleure nourriture possible en quantité, afin qu'ils se développent bien, tant au niveau de la forme du poisson qu'au niveau de sa taille. Et évidemment, il n'y a pas de secret, quand on a une quantité de poissons comme ça, des gros poissons qu'on donne 4 ou 5 fois à manger par jour, ça se fait maintenant automatiquement avec un distributeur. On a bien entendu des très bons résultats avec le développement au niveau body, au niveau taille des poissons. Mais on a évidemment le côté négatif de ça, si je puis dire, c'est qu'on se retrouve bien entendu avec une quantité importante de déchets, bien entendu, dans le filtre. Même en donnant la meilleure des nourritures, il n'y a pas de miracle, ces déchets arrivent toujours tôt ou tard dans le filtre. Et le fait de ne pas les retirer, ou en tout cas pas de manière régulière, pose des problèmes. Ça joue un mauvais rôle sur la qualité d'eau. On se retrouve évidemment avec deux choses. Le fait de garder ces déchets dans l'eau, on a évidemment une incidence négative sur les nitrates et les phosphates. Alors, en quoi c'est gênant ? Les nitrates, évidemment, on sait très bien que c'est quelque chose qui ralentit la croissance des poissons, qui ralentit leur développement. Les phosphates, dans une moindre mesure, mais les phosphates, le problème qu'on a, c'est que le fait d'avoir des phosphates, c'est comme si on donnait de l'engrais aux algues. Alors, je ne parle évidemment pas de l'eau verte, puisqu'ici, avec un bon UV, ce n'est pas un problème qu'on a. Mais je parle des algues filamenteuses, qui est évidemment un problème très courant, que ce soit chez nous, puisqu'on a des conditions qui se rapprochent un peu de l'extérieur en termes d'éclairage, puisqu'on a beaucoup de lumière naturelle. Et le fait de retirer donc ces déchets à la source et de faire des changements d'eau de manière automatique et régulière, on va pouvoir avoir, tout en ayant très peu d'entretien, on aura une qualité d'eau qui va évidemment nettement s'améliorer, tout en ayant le moins de maintenance possible. Parce que chez nous, on a aussi la problématique, au moment où les poissons ont besoin le plus de nourriture et au moment où on a le plus de poissons, c'est à la période où on a évidemment, nous, le moins de temps, c'est-à-dire au moment où la période de bassin est en pleine activité. Et là, les journées étant déjà trop courtes pour tout ce qu'il faut faire, on a voulu trouver une solution qui permettait d'avoir le système le plus automatique possible en maintenance. Bon, on va demander au gouvernement de nous pondre une journée de 30 heures, ça devrait l'aider. Oui, ça c'est sûr. Et puis, on va peut-être rappeler un petit peu les mensurations de ce bassin. Oui, alors il fait à peu de choses près quelque chose comme 5 mètres de long sur 4 mètres de large et quelque chose comme 2,50 mètres de profondeur. Donc on est là sur une quarantaine de mètres cubes. Oui, j'irai à peu près 45, quelque chose comme ça. C'est ça. Alors bon, voilà. Filtration, je vais dire pas à l'antique, mais filtration un petit peu obsolète. Résultat final avec toute cette problématique, on obtient une eau qui n'est plus tout à fait claire. Voilà, une eau qui a tendance pas à être trouble, c'est pas le juste mot, mais qui a tendance un tout petit peu à vouloir jaunir. Le fait évidemment de stocker les déchets dont j'ai parlé tout à l'heure et le fait peut-être aussi d'avoir un peu trop peu de changement d'eau en période de fonctionnement normal. Ce sont deux facteurs qui font que l'eau, avec le temps, elle a tendance à jaunir un peu. Alors on arrive à contrecarrer ça relativement bien avec le système qu'on a dessus qui est un UV-ozone, c'est-à-dire un appareil qui dégage les UV et en même temps de l'ozone. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'ozone évidemment a pour faculté d'oxyder les particules qui pourraient encore, les microparticules qui pourraient rester en suspension, qui colorent l'eau. Et donc on arrive à avoir une eau qui est beaucoup plus cristalline en utilisant de l'ozone. C'est-à-dire une eau bleutée. Voilà. L'effet un peu bleuté. On a vraiment cette couleur d'eau qu'on a dans un bassin qu'on vient pour ainsi dire de remplir, où on garde vraiment
le côté cristallin de l'eau qu'on va perdre dans un bassin qui tourne depuis un bon moment sans ozone, où l'eau, fatalement, on s'en rend pas compte souvent parce que ça se fait un peu à la fois, mais où l'eau a tendance à jaunir un peu à la fois. C'est ça. Alors bon, ici, donc, on va retirer l'ancienne filtration Tout à fait. pour la remplacer par une nouvelle. Alors, qu'est-ce qui a été retenu comme option? Alors, on a choisi, dans le but d'avoir un système très facile et très court au niveau entretien et au niveau maintenance, un système de filtration à tambour. C'est-à-dire qu'on verra ensemble après. Il s'agit d'un filtre qui est en fait muni d'une sorte de micro-grille en inox. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une micro-grille en inox qui fait 80 microns. Toute l'eau qui doit arriver dans la partie filtration doit passer au travers de ce tambour qui est donc constitué d'une micro-grille en inox. Tous les déchets qui font plus de 80 microns, c'est-à-dire évidemment une grande partie de ce qu'on a à retirer dans un bassin, sont retirés mécaniquement, c'est-à-dire qu'ils sont retenus par le tambour. Et le système est fait tel que parce qu'évidemment comme c'est très fin et qu'il y a quand même pas mal de quantité de déchets qui arrivent dans le filtre, le système est fait tel que dès que ce système de tambour vient à se colmater un peu, on a un effet direct sur le niveau d'eau qui est détecté. Donc on voit le niveau d'eau évidemment dans la partie derrière le tambour qui vient baisser un peu. Et le fait de baisser un peu, ça vient en fait mettre en route automatiquement une pompe qui développe de la pression sur des gicleurs. On verra ensemble, on va le faire fonctionner, qui va donc nettoyer ce tambour en permanence. Ce qui veut dire que on a besoin évidemment pour le fonctionnement d'un filtre à tambour, bien entendu, de l'électricité. L'eau qu'on utilise pour le rinçage automatique, c'est de l'eau qu'on prend dans le bassin. Pourquoi? Parce qu'il vaut évidemment mieux utiliser de l'eau du bassin qui va partir à l'égout avec les déchets que de le faire avec de l'eau propre. Il y aurait évidemment moyen de faire ça avec une électrovanne sur une arrivée d'eau fraîche. Alors là, on fait évidemment autrement. On prend de l'eau du bassin qui va être utilisée pour rincer ce filtre. Cette eau, au niveau du rinçage avec les déchets, ça part automatiquement à l'égout, donc il faut une évacuation à l'égout. Et elle va être automatiquement compensée par de l'eau fraîche, puisqu'on va, d'une autre part, prendre le niveau d'eau général du bassin. On le mesure dans le filtre, puisqu'ici on parle d'un système gravitaire, donc le niveau d'eau dans le filtre avant le tambour correspond au niveau du bassin, à très peu de choses près. Et donc on prend le niveau d'eau là également, et on vient compenser automatiquement. C'est-à-dire que toute l'eau qu'on va évacuer en faisant les nettoyages va être compensée par de l'eau fraîche, ce qui a donc pour effet positif aussi de faire des changements d'eau automatiques tout le temps. Alors ça, c'est pour la partie mécanique. Après, il y a la partie biologique. Voilà, donc mécaniquement, on retire le plus possible pour presque ne plus rien avoir comme déchets qui viennent dans la partie biologique du filtre. Et après, donc, on a un petit peu l'équivalent d'un gros multichambre. Ici, on a choisi un matériau différent du polyester de par sa taille parce qu'il fait un peu plus de 2 mètres de haut le filtre. Et donc on a choisi un autre type de matériau. On aurait très bien pu le faire en polyester. Souvent les gens nous posent la question, ouais mais j'ai un gros filtre en polyester, c'est perdu. Pas du tout. Le filtre en polyester qu'on a peut toujours rester et ça reste un très bon outil pour faire la filtration biologique. Ici on a choisi un système où on travaille avec 2 matériaux filtrants différents. Le Calness, donc c'est ce qu'on appelle c'est des petites particules, pas des particules, mais des petites pièces en plastique qui offrent en fait l'avantage d'être légères. On vient les mettre en mouvement avec de l'oxygénation, on verra dans le filtre tout à l'heure. Le fait qu'elles soient en mouvement comme ça et dans un milieu qui est très riche en oxygène accentue le développement des bonnes bactéries sur ce matériau qui est donc lui tout le temps en mouvement. Et donc on a une formation d'un biofilm sur ce qu'on appelle le Calness, sur ce matériau qui est très intéressant. Le gros intérêt de ça, c'est que ça ne se colmate pour ainsi dire pas. Donc il y a extrêmement peu d'entretien. Le seul entretien qu'il pourrait y avoir, dans le cas de bassins où on utilise une eau qui est extrêmement chargée en calcaire, c'est que le calcaire peut quelquefois aller se déposer à l'intérieur de ces petites pièces en plastique, si je peux dire. Et donc là, il faut quand même surveiller. C'est important qu'elle bouge bien, parce que le fait d'être en mouvement, évidemment que le calcaire, par érosion quelque part des particules les unes contre les autres, il est enlevé de manière automatique. Mais à l'intérieur, quelquefois, donc ça, il faut surveiller. Il est important de garder du Calness qui est en mouvement. Donc on le fait avec l'oxygénation. 2 gros avantages, dans notre cas, de le faire comme ça, c'est qu'on a toujours énormément d'oxygène dans le bassin puisqu'on met énormément d'oxygène dans le filtre, ce qui permet de ne pas devoir injecter des quantités importantes d'oxygène dans le bassin pendant l'ouverture et pendant qu'on peut profiter de l'esthétique du bassin et donc voir ces poissons. Tout le monde sait qu'évidemment c'est bon d'avoir beaucoup d'oxygène, mais dans le bassin ici, quand on met évidemment le système d'oxygénation en route, il y a un côté négatif, c'est qu'évidemment ça fait bouger la surface et on voit évidemment beaucoup moins bien les poissons. C'est ça. Alors, le dernier compartiment, tapis japonais. Dernier compartiment, un matériau qu'on ne présente plus, qui pour moi reste un des meilleurs, si pas le meilleur, les tapis japonais. C'est ça. Alors, bon, bien entendu, tout ça est complémenté avec des UV.
Voilà, donc en fait, une fois la filtration biologique faite, on a effectivement des UV. Ici, on a choisi de les mettre donc après la filtration, hein, donc j'irai entre la fin de la filtration et le bassin. C'est là où on a donc les UV et on a toujours un système d'Uvozone dessus. C'est un système qu'on utilise déjà depuis quelques années, dont on est satisfait. Il injecte aussi de l'oxygène. Il rajoute de l'ozone et c'est effectivement l'appareil qui fait vraiment, alors c'est un investissement parce que c'est des appareils pour des volumes comme ça, évidemment on est sur une catégorie de prix, on ne parle plus du V classique, hein. Une fois qu'on a un appareil comme ça, c'est des appareils qui sont plus coûteux, mais c'est vraiment l'appareil qui fait la différence entre le fait d'avoir une eau qui va avoir tendance de jaunir ou de l'eau comme du cristal. Donc en fait, ici, on a utilisé des UV pour la partie UV immergée, hein, qui sont dans le filtre. Voilà, donc c'était prévu pour. Alors, bon, tu as choisi ici des Red Label. Oui, en fait, là, ici, sont des systèmes que j'ai fait monter sur le filtre. Important de préciser, les UV immergeables sont des choses, il y a quand même un minimum de précautions à prendre. Ça doit être fait de telle manière qu'on ne puisse pas travailler d'une manière ou d'une autre en étant en contact, évidemment, avec avec le rayon UV. Donc ici, évidemment, le filtre est couvert, fermé, il est à l'intérieur d'une cavette et qui est encore elle-même couverte par du banquirail, comme on peut le voir. Donc ça, c'est important d'en parler. Sinon, il faut évidemment prévoir un système. Et généralement, celui qui installe ça, il fait en sorte d'avoir un système qui fait que quand on vient à travailler à un endroit où il pourrait avoir un UV comme ça d'installer, que les UV soient coupés. Voilà. Alors bon, ça c'était pour les grandes lignes, hein. Il reste encore le bide, hein, qui reste à la fin de la ligne de filtration, qui permet d'avoir une filtration mécanique vraiment très très fine, hein, puisqu'on peut filtrer à 5 microns avec ça, hein, comparativement aux 80 initial du filtre à tambour. Absolument. Alors, ben voilà, donc c'est un filtre qui a été réalisé par Red Label sur mesure. Oui, là le filtre est sur mesure, vu évidemment la problématique de la profondeur. On voulait utiliser le plus possible l'espace qu'on avait dans la cavette à côté du bassin, qui a été évidemment faite pour la filtration. Et donc là, on a un filtre qui fait de mémoire quelque chose comme 2,20 m d'auteur. Bon, plus ce tambour, tout ça. Donc on a un bon volume de masse filtrante. On essaie bien entendu d'utiliser le plus possible la place disponible dans la cavette pour la masse de filtration. Exactement. Alors bon, moi ce que je vous propose, c'est de découvrir un petit peu tout ce qui s'est passé, parce que ça a été un petit peu épique aussi. Oui, ça a été un peu épique, hein, au moment où on a voulu le mettre dedans. Bon, on s'attendait, hein, c'est ce genre de choses, c'est volumineux, c'est lourd, donc on doit évidemment faire attention que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de casse, donc malgré tout dans le magasin. Donc, mais bon, finalement, on va voir ça ensemble. Ça s'est bien passé. Allez, restez avec nous, on va voir ça. On y va. Alors voilà David, ça c'est ici la vidange du bac, hein, il faut bien commencer avec ça, et voilà l'ancienne filtration. Voilà, tout à fait. Donc là on voit effectivement l'ancien filtre, donc, qui est composé de 5 vortex reliés les uns évidemment après les autres. Le premier qui est un vortex pur et dur dans lequel il n'y a pas de masse filtrante, donc c'est celui qu'on voit à gauche de l'image maintenant. De là, on passe dans les différents éléments suivants dans lesquels on a différents matériaux filtrants. On a en l'occurrence du Bioceraponde ainsi que du tapis japonais et du Matala dans les dernières chambres. Donc là, on a un petit aperçu du bassin, de l'ensemble de la chambre de la filtration telle qu'elle était avant qu'on le modifie. Donc pour rappel, l'installation qu'on voit là, elle a une petite dizaine d'années maintenant. Un petit bide aussi dans le fond, un petit bide là. Voilà, le petit filtre à billes effectivement qui lui venait derrière le sieve, donc le filtre à grille. Et voilà, donc maintenant on a retiré les différents éléments de l'ancien filtre. On en profite pour donner un petit coup de nettoyage, un petit coup de neuf dans le bassin proprement dit. Donc là on a envoyé notre homme grenouille. Donc nettoyage de la chambre technique où on va venir réinstaller tous les éléments. Bon, entre deux, on a déjà nettoyé le bassin ayant été nettoyé. Maintenant, on est occupé déjà de le remplir. On a récupéré une partie de l'ancienne eau et évidemment qu'on rajoute pour le complément de l'eau neuve maintenant. Donc il est occupé, les poissons ont été remis dans le bassin avec de l'oxygène bien sûr. Comme ça, il n'y a pas de souci pour les poissons. Et on peut attaquer sereinement et à notre aise tout ce qu'il faut pour la réinstallation du nouveau filtre. Alors voilà la bête ici, hein, la bête, le moins qu'on puisse dire, on voit que ça fait quand même une sacrée hauteur. Oui, tout à fait. Donc maintenant, on va commencer tout doucement à le ramener à sa place. Là, on l'a mis sur roulette pour pouvoir évidemment accéder facilement parce que malgré tout, il fait son poids. Donc on va venir l'apporter devant la chambre technique de filtration et on va le descendre et une fois que ça c'est fait, on va voir ensemble, on va rajouter derrière le filtre à tambour et connecter tout ça ensemble. Ici on voit les 4 entrées en fait, hein, ou les sorties du tambour vers le filtre.
Voilà, tout à fait. Donc on a 4, là en l'occurrence, ce qu'on vient de voir, ce sont les 4 sorties. Donc c'est après la filtration. C'est là où on va connecter comment dire, les pompes qui vont aspirer l'eau et la renvoyer vers le bassin. Ici, on voit là où Olivier est occupé de mettre les manchons flexibles. C'est là où va se faire, où vont être connectées toutes les entrées d'eau. Bon, très facile, hein, c'est flexible. Je crois que ça, c'est pas un luxe, hein, au final. Oui, ça c'est vraiment un matériau avec lequel on travaille beaucoup et de plus en plus maintenant. Ça a de nombreux avantages, c'est beaucoup plus facile au niveau pose. Et alors l'autre avantage évidemment, c'est que si un jour il faut démonter, ben, il ne faut rien casser, ça se démonte en quelques minutes, c'est démonté et déplacé. Absolument. Bon, 2,20 m quand même la hauteur. Voilà, 2,20 m d'auteur. On n'a pas une bonne, on a une petite idée maintenant sur l'écran de la longueur. Il doit faire de mémoire à peu près 2,50 m de longueur et à peu près 1,30 m de largeur. Alors ici, ben, ça ne va pas le faire, hein, parce que bon, là, on est avec le transpalette. Et le transpalette, il ne peut pas monter au-dessus de la marche. Parce qu'il y a un petit dénivelé là d'une dizaine de centimètres qui ne va pas le faire. Il a fallu... Voilà, on a ramené du matériel un peu plus lourd pour le rentrer. Donc en fait, on va le descendre tout doucement avec le Clark. C'est ça. Bon, ben, avant de le descendre, il faut l'assurer parce que bon, c'est quand même je crois que c'est plus de 300 kilos, donc on rigole pas trop avec ça. La sécurité, c'est important. Oui, tout à fait. Hein. La priorité avant tout, c'est qu'il n'y ait pas d'accident. Donc on va venir le mettre devant à sa place. On va le surélever donc avec le chariot élévateur pour l'amener à sa place tout doucement après. Voilà, alors après, il faut pouvoir le descendre relativement droit parce que s'il se met de travers, il va coincer entre les murs et c'est pas gagné. Hein. Donc il a fallu réfléchir un petit peu. Voilà, tout à fait. Mais bon, c'est pas la première fois qu'on déplace des choses volumineuses et lourdes comme ça. Hein. Ça nous arrive de devoir le faire avec des matériaux plus fragiles comme des gros aquariums par exemple en verre, des choses comme ça. Donc bon. Ce genre de choses, on fait à son aise, on fait attention que ça se passe bien, que tout soit bien attaché et surtout qu'il n'y arrive pas d'accident. Alors ici, on voit en fait la cuve bio, hein, parce que là, le tambour n'est pas encore fixé à cette cuve. Oui, tout à fait. On va les descendre en 2 parties. D'une part pour le poids et aussi pour la stabilité, parce que si on vient maintenant fixer le filtre à tambour dessus, forcément qu'au niveau poids, ça va être plus compliqué de le garder en équilibre quand on va vouloir le descendre. C'est ça. Alors bon, c'est fixé avec toute une série de boulons. On va voir ça un peu plus tard dans la vidéo, hein, puisqu'en fait, chaque bande que vous voyez horizontale, en fait, sont des renforts métalliques. Oui, tout à fait. Bah, vu la pression, étant donné qu'on a plus de 2 mètres de colonne d'eau dedans, c'est important qu'il soit bien renforcé. Oui, il ne faut pas qu'il se déforme non plus. Oui, absolument. Le but est quand même, on espère à nouveau d'être tranquille une dizaine d'années. Hein. D'ici 10 ans, on aura certainement encore d'autres techniques de filtration, vraisemblablement encore plus avancées, plus évoluées. Mais bon, en attendant, on va essayer d'installer celui-là convenablement. Mais au final, bon, pas de regret. Hein. Je pense que quand on voit le résultat, c'est quand même encourageant en quelques jours de voir comment le bassin a évolué. Oui, tout à fait. On voit effectivement une bonne évolution à tous les niveaux, que ce soit au niveau, les paramètres de l'eau, évidemment, on s'attendait bien à ne pas avoir de surprise de ce côté-là, mais au niveau esthétique, c'est sûr que ça fait déjà une grosse différence maintenant. Il a fallu adapter juste un petit peu le plancher, puisque bon, le filtre est un peu débordant par rapport à la cave, parce qu'avec un filtre à tambour, on a toujours un débordement au-dessus du niveau d'eau, hein, qui est à peu près de 14-15 cm. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le niveau d'eau dans le filtre à tambour est généralement à peu près 10 à 15 cm en moyenne en dessous du niveau haut du filtre à tambour. Donc, comme tu le dis, le filtre à tambour est 15 cm à peu près au-dessus. Le haut du filtre à tambour est 15 cm au-dessus du niveau d'eau. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Puisque ce n'était pas le cas au moment où on a créé ce bassin, on a rehaussé en fait la partie terrasse. On verra ensemble après. C'est ça. Bon, on est ici en temps réel, hein, comme ça vous avez l'occasion de voir un petit peu toutes les manipulations. Hein. Ce n'est pas tous les jours qu'on installe un filtre de cette taille-là. Ah, nous, en tout cas, non. Après, bon, ici, ça va encore parce que, bon, on est quand même dans une configuration facile. Quand c'est évidemment sur un bassin extérieur, etc., il faut des engins de levage différents. Oui, là, pour installer ça dans une cave comme ça sur chantier, il faut ou bien une grue ou un petit élévateur aussi à la main. Il n'y a rien d'impossible, mais c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Hein. Alors, peut-être un petit mot par rapport à Red Label, là, puisque, bon, ce filtre a été complètement conçu sur mesure. Oui, tout à fait. Là, il a été effectivement réalisé sur mesure pour utiliser
au mieux la place disponible dans la cavette qui est, elle, évidemment, bien entendu, existante. Bon, évidemment, ici, c'est un peu particulier en ce sens que le filtre est aussi spécialement haut, puisque la taille de la cavette n'est pas spécialement grande par rapport à la taille du bassin. On essaie d'utiliser au mieux l'espace disponible, c'est-à-dire surtout en hauteur, puisqu'on a une cavette qui fait à peu près 2,50 m un petit 2,50 m de profondeur. Donc, bon, après, évidemment, ici, on a déjà, on protège, on voit bien avec les renforts en bois, on fait attention à ne pas accrocher quoi que ce soit, parce que malgré tout, on a un chemin de câble sur lesquels on a les techniques qui arrivent, en l'occurrence aussi les transformateurs pour les éclairages qui sont intégrés dans les parois du bassin. Donc là, on va tout doucement laisser le filtre descendre en faisant attention de ne pas pouvoir... de ne pas aller accrocher en quelque sorte les techniques qui sont déjà là, c'est-à-dire arrivée d'eau, arrivée électrique et tout ça. Oui, parce qu'au pied du madrier que vous voyez là, hein, il y a une vanne de 110. Si celle-là, elle devait lâcher, ce serait vraiment catastrophique. Hein. Ouais, là, tel que oui, maintenant, ce serait effectivement embêtant puisqu'on on a choisi l'option de recommencer à remplir le bassin pour pouvoir remettre les poissons dedans rapidement. Donc forcément que maintenant, comme il y a déjà de l'eau dans le bassin, ce serait effectivement embêtant si on avait maintenant de la casse au niveau des vannes qui apportent l'eau du bassin vers le filtre. Absolument. Alors, il faut savoir, avec ce genre de filtre, si ça aurait été le cas, il serait remonté comme un bouchon, hein, parce que là, comme il est vide, ça serait vite remonté. Hein. Ah ouais, là, on aurait effectivement quelques soucis. Hein. Alors ici, on voit les boulons sur le côté, là, sur la latte du dessus. Hein. Donc, la latte du dessus, il y a toute une série de boulons, vous voyez là. Et c'est là, en fait, que va venir prendre appui le filtre à tambour. Voilà, tout à fait. C'est là où on va supporter le filtre à tambour. Donc, pratiquement parlant, on le verra mieux en détail après. L'eau va entrer dans le filtre à tambour. Du filtre à tambour, on va sortir pour entrer et venir connecter dans le bas du filtre qu'on est en train de mettre en place maintenant. Bon, phase délicate, hein, maintenant, bon, vaut mieux prendre 5 minutes en plus, c'est pas fait de conneries. Oui, tout à fait. Hein, gagner 5 minutes pour faire de la casse, il n'y a aucun intérêt. Vaut mieux aller doucement et faire ça à son aise, que ça se passe bien. Bon, ça serait bien passé au final. Hein. Oui, tout à fait. On n'a pas eu de casse. On peut dire que ça s'est bien passé. Ça a pris peut-être un peu plus de temps que ce que moi j'avais estimé. J'étais un petit peu optimiste au départ, mais bon, finalement, ça s'est bien passé. Je ne sais pas, peut-être que Nadine est encore plus optimiste que toi. Oui, peut-être. Ah là là. Enfin, ça reste quand même toujours une aventure, surtout un gros bidon comme celui-là. Enfin, bon, c'est aussi ce qui rend un petit peu le peps à la vie. Hein. Oui, bon, et puis après, ce qu'il faut aussi ajouter, là, c'est quand même malgré tout dans le magasin, donc il a fallu dégager le passage, rentrer avec l'élévateur, enfin, c'est toute une expédition quand même. Hein. Oui, mais enfin, après, bon, ça s'est bien organisé. Je pense que bon, tu as une bonne équipe ici qui arrive à se coordonner très facilement. Oui, tout à fait. Oui, ça on peut dire, comme tu le dis, ça s'est bien passé. Bon, là, comme je disais tout à l'heure, on fait attention, il y a les transformateurs qui prennent un peu de place, qui sont sur le passage. Mais bon, une fois que ceux-là seront passés, on va le poser tout doucement et ce sera chose faite. Voilà, après, c'est une autre histoire parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire, hein, mais rassurez-vous, on va montrer tout ça à son aise, tranquille. Enfin, tout ça s'est fait dans une très bonne humeur, en tout cas. Oui, tout à fait. Bon, ça sert à rien d'être de mauvaise humeur, ça n'aide pas. Hein. Oh, je pense pas non plus. Hein. Disons que ça aide à mettre du stress à tout le monde et puis à peu près tout. Hein. Oui, absolument. Donc, ici, bon, on va bientôt y arriver. Encore quelques dizaines de centimètres, ça va le faire. Oui. C'est marrant, au moment où on l'a fait, ça ne m'avait pas paru si long. Ben non, il y avait une option qui était plus rapide. Hein. On prenait une paire de ciseaux, on coupait les machins à verre, là, et ça allait très très vite en bas. Ben, je ne sais pas si tu aurais vraiment apprécié. Non, je pense pas non plus. Non, surtout que là, on se serait aussi retrouvé sans filtre, évidemment, puisque l'autre ayant été démonté. Ouais. Donc après, ici, bon, une fois qu'il sera placé, il va falloir l'ajuster, mais ça se fera en plusieurs fois, hein, puisque bon, il y a des tuyaux qui doivent se placer sur le côté avant, ici, enfin, ou côté droit si vous préférez, là où on voit les sangles. Et puis, quand ces tuyaux-là auront été posés, seulement on va glisser le filtre le plus possible vers ces tuyaux, parce que bon, si on ne le fait pas avant, forcément, on ne sait plus passer pour les mettre. Oui, tout à fait, pour l'accessibilité.
Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, on voit un petit peu la taille de ce que doit être une cave. On rappelle ici, bon, on est sur un bassin de 40 mètres cubes. Hein. Oui, c'est ça. Le bassin fait à peu près 40 mètres cubes. La cave fait 2 mètres, que je dise pas de bêtises, 4 mètres de longueur, 2 mètres de largeur et à peu près 2 mètres 30, 2 mètres 40 d'auteur en libre. C'est ça. Donc, ça fait quand même déjà une solide cave. Mais on aurait pu faire plus grand hein, pour avoir un peu plus de confort. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a adapté la cave au moment où on a fait le bassin, si je puis dire. À ce moment-là, l'espace technique pour la filtration était suffisant par rapport au filtre. Maintenant, il faut aussi préciser, celui qui a ça dans son jardin, il peut se permettre peut-être plus facilement de prendre un peu plus de place. Bon, évidemment, dans le magasin, on essaie de faire en sorte de ne pas non plus aller prendre des dizaines de mètres carrés inutilement sur l'espace de vente. Absolument. Mais alors, pour ceux qui sont à l'extérieur et qui ont un grand jardin, moi, ce que je leur conseille, c'est de faire une cave où il est possible de descendre, je veux dire, droit debout. Hein. Oui, oui, absolument. Ouais, ça, c'est pour le confort au niveau du travail, absolument. Alors, il y a deux possibilités, le faire comme chez moi, où j'ai surélevé et après, j'ai fait une terrasse au-dessus. Voilà, ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est de faire un plancher amovible hein, sur charnière, avec un escalier qui descend, qui est beaucoup plus confortable qu'une échelle. Hein. Oui, absolument. Là, nous, on a choisi l'option la moins confortable, qui est celle de l'échelle, pour des raisons de place, bien entendu. Hein. Alors, on voit que le bide, il est resté dans le fond, là. Hein. Oui, tout à fait. Il est changé de côté. Il va venir là aussi après la filtration. Bon, comme on voit, ça prend un peu de temps. Bon, c'est l'occasion d'expliquer un petit peu, mais... On voit que la place est quand même relativement restreinte. Hein. Il y a quoi, 40-50 cm pour placer tous les tuyaux de ce côté-là. Hein. Oui, et puis on va voir ensemble, après, il y a un paquet de tuyaux. Hein. On a 2 skimmers de surface, on a 2 bombes de fond. Tout ça à connecter sur l'entrée du filtre à tambour. Enfin, c'est costaud. Il faut savoir qu'une fois le bassin monté, on va quand même avoir un débit total au travers du filtre qui va se situer entre 50 et 60 000 litres à l'heure. Bah, c'est plus qu'un tour à l'heure, c'est très bien. Oui, tout à fait. Si on a un tour à l'heure, c'est déjà très bien. Mais bon, comme j'ai déjà dit, c'est un bassin où on met pas mal de poissons, des gros poissons. Donc voilà, donc maintenant il est posé, il est dans le fond de la cavette. On retire les sangles qui nous ont permis de le descendre en sécurité. Et on va pouvoir attaquer le montage de la tuyauterie. Enfin, d'abord le tambour. Hein. On va les choses dans l'ordre. D'abord le tambour et après la tuyauterie. On voit l'échelle là, hein, justement là-bas au fond. Ouais. Ça, c'est important aussi d'avoir quelque chose. N'utilisez pas de tabouret, des choses pareilles. C'est la meilleure façon de se casser la figure. Ici, bon, c'est une échelle qui est vraiment solidaire au mur. Et ça fait la différence. Oui, tout à fait. Alors, on n'en a pas parlé. C'est aussi important, je pense, pendant qu'on voit les quelques petites choses là qui ont moins d'intérêt à montrer peut-être maintenant pour la mise en place du filtre. On doit préciser que pour les gens qui construisent ça enterré, donc où tout est enterré, comme c'est le cas ici de la cavette, si je peux dire, on doit avoir une évacuation à l'égout. Bien souvent, on se situe avec un réseau d'égouts, donc les tuyauteries, qui se situent au-dessus du niveau d'eau qu'on pourrait avoir dans la cavette. Donc, comment est-ce qu'on fait ? On vient faire une sorte de puisard dans un coin de la cavette dans laquelle on vient mettre une sorte de pompe vide-cave avec flotteur, de telle sorte que quand on veut évacuer de l'eau, faire de gros changements d'eau, on ouvre les vannes d'évacuation du filtre, l'eau part à ce moment-là vers le puisard et de là on a la pompe vide-cave qui envoie l'eau vers le réseau d'égout. Alors, le tout, c'est de dimensionner le puisard je dis, de manière confortable. Parce que n'oubliez quand même pas que quand vous allez ouvrir une vanne de 110, ça dépote. Hein. Ah oui, oui, et puis alors il faut évidemment aussi que la pompe vide-cave puisse suivre le débit. Donc voilà, maintenant on va commencer à monter l'armature ici sur laquelle on va poser le filtre à tambour. On va voir ensemble. Voilà, il ne faut pas tout laisser tomber. Hein. Oui, j'essaye, hein, tu vois, je m'applique. Après, c'est quand même une armature en acier. Hein. Bon, ça a été bien fait hein, par Red Label. Oui, oui, c'est du costaud. Le but, évidemment, c'est que ça tienne, parce que malgré tout, une fois plein, tout ça, ça sera quelques tonnes. Hein. Absolument. Alors bon, voilà, une jambe de force hein, qui vient s'appliquer en plus sur le renfort métallique du bas. Donc maintenant, on va le boulonner, en fait, cette jambe de force sur la latte qui est au-dessus. Hein. Oui, tout à fait. Donc là, le filtre, il n'est pas encore en sa position définitive, hein, puisqu'on n'a toujours pas mis les tuyaux sur le côté.
Donc ça, c'était la première opération qu'il fallait finaliser avant de continuer quoi que ce soit d'autre. Hein. Oui, tout à fait. Ça, c'était la première chose à faire, effectivement. Une fois l'armature posée, on va venir mettre en place le tambour et alors on va pouvoir attaquer les tuyauteries. Alors, un paquet de tuyauterie, hein, comme tu as dit, il y a bien sûr les arrivées d'eau, des skimmers, bondes de fond. Il y a 2 bondes de fond. Oui, 2 bondes de fond, 2 skimmers, effectivement. Et pour le retour, on a 3 passages donc, qui nous permettent de travailler avec 3 pompes indépendantes. C'est ça. Et en fait, tu refoules dans le bassin sous le niveau de l'eau alors. Voilà, tout à fait. Volontairement en dessous du niveau d'eau pour ne pas agiter le niveau de l'eau, pour évidemment avoir le moins de contraintes possible au niveau esthétique, pour bien pouvoir profiter évidemment des beaux poissons qu'il y a dedans. Voilà, ça c'est la mise en place du filtre. On voit déjà qu'il y a des fils qui sortent. Bon, ces fils-là, c'est quoi? C'est la sonde. Hein. Oui, de ce côté-ci, effectivement, c'est la sonde. De l'autre côté, on a un fil qu'on ne voit pas maintenant, mais qui est en fait l'alimentation électrique du moteur. Voilà. La sonde. Et alors, on a également, évidemment, la pompe pression qui se situe là-dedans, qui va, elle, permettre le nettoyage du tambour quand ce sera nécessaire. Oui, c'est une pompe complètement immergée, hein, une pompe tuyau immergée. Voilà, tout à fait. Oui. Donc ça, c'est pratique parce que, bon, finalement, il n'y a plus rien à raccorder. Tout est déjà fait dans le filtre. Oui, oui, dans le filtre à tambour, tout ça, ce montage-là est fait. Alors ici, on peut voir qu'il y a 3 compartiments hein, dans la bio. Voilà, ouais, on va le voir un peu plus en détail après. On va mettre l'élévateur sur le côté. Maintenant, on n'en aura plus besoin. Donc, on va ici connecter les tuyaux entre le tambour et le filtre biologique. Hein. Donc, on voit bien, l'eau du tambour doit passer pour aller se connecter sur l'entrée du filtre biologique dans le bas de celui-ci. Donc là, pareil, pour ce genre de choses, on utilise des coudes en flexible, tout en diamètre 110 pour avoir le moins de perte de charge et de freinage possible au niveau du débit, hein, comme on veut faire passer un débit important. Alors ici, on voit, on est occupé d'assembler la partie de l'autre côté maintenant, pendant qu'on attaque la tuyauterie d'un côté et de l'autre côté, on va faire en sorte de préparer le câblage des UV immergeables. Voilà, l'UV ici, hein, il faut être précautionné avec ça, c'est assez fragile. Tout à fait, oui. Et alors, ils viennent évidemment à un endroit là dans le dernier petit compartiment après la filtration. Voilà. Ici, fixation un petit peu particulière, hein, puisque là, ça a été vraiment prévu pour mettre 3 UV. Hein. Oui, tout à fait. Là, on a prévu la place pour mettre 3 UV immergeables. Donc, avec des fixations un petit peu particulière. Hein, donc, ça, c'est le tableau de commande du tambour. Voilà, tout à fait. Donc, on voit qu'il y a une alimentation électrique pour celui-ci et il y a la possibilité d'y brancher 3 appareils. Quels sont ces appareils? La pompe du bassin, la pompe qui va en fait mettre en rinçage le filtre à tambour et alors évidemment le moteur qui va faire tourner le tambour lors du nettoyage. C'est ça. Alors ici, on a rajouté tout un système de tuyauterie. En fait, c'est les alimentations en air hein, pour faire... voilà. Donc sur la gauche, là, les petites vannes vertes, on voit effectivement, ça c'est toute la canalisation d'arrivée d'air qu'on a prévue puisque on veut mettre de l'oxygène en permanence dans le filtre. Donc on va avoir une grosse pompe à air qui va alimenter en oxygène le filtre. Là, on voit toutes les connexions, donc enfin pas toutes, mais une bonne partie déjà des connexions où on a les entrées qui sont en fait en diamètre 110 avec chaque fois une vanne guillotine pour permettre d'isoler chaque entrée indépendamment. On a également prévu, et ça c'est important, sur chaque entrée une évacuation directe de la ligne de tuyau de 110 vers l'égout qui peut permettre, en ouvrant simplement une vanne guillotine de 110, de bien évacuer tous les dépôts et tous les déchets qu'il pourrait y avoir dans la canalisation en tuyauterie de PVC. C'est ça, ici la goulotte d'évacuation. Une vue dans les chambres, hein, puisque bon ici, il y a des tuyaux, je veux dire, qui ont été percés. Parce qu'il y aura du calnès ou de l'hélix là-dedans. Voilà, tout à fait. Donc des tuyaux pour lesquels qui ont été percés de telle manière à ce que le calnès ne puisse pas rentrer dedans, bien sûr. C'est important, il ne faut pas qu'on retrouve ces éléments dans les pompes, ça ce serait très embêtant. Et il faut aussi quelque chose qui permette une bonne circulation du calnès après. On verra quand le système tourne comment ça marche. Ici, on commence à remplir un petit peu le filtre. Alors, ce qu'il y avait encore aussi à noter, c'était un système de remplissage automatique. Voilà, tout à fait. On l'a vu en vitesse tout à l'heure. Donc, c'est effectivement une électrovanne avec un système de flotteur
qui va s'ouvrir ou se fermer automatiquement en fonction du niveau d'eau qui est mesuré, qui correspond au niveau d'eau dans le bassin même. Donc la compensation automatique de niveau, quoi. Donc, Voilà, que ce soit pour l'évaporation ainsi que pour l'eau qu'on va retirer quand on va faire à chaque fois les entretiens du filtre, c'est-à-dire les rinçages du tambour. Alors ici, la dernière cuve, il y a une grille. Pourquoi? Parce que bon, là, ce sera du tapis japonais. Voilà, là on met du tapis japonais. La grille est là pour évidemment permettre de venir poser les tapis japonais, de les avoir tous à peu près à la même hauteur. Donc là on serre les derniers colliers de serrage à droite à gauche sur les lignes d'entrée. Donc là, on voit bien toutes les lignes d'entrée. Je dirais que pour la tuyauterie PVC, ça commence à toucher à sa fin. On commence à remplir le filtre. Là, on a mis en route la pompe à air. Donc, on voit bien que ça bouillonne, hein. Le but, ce sera, on verra tout à l'heure, d'avoir bien les calennesses en mouvement, bien entendu. Alors bon, on a pour ça une pompe 200 litres minute, hein, je pense. Oui, tout à fait. 200 litres minute sous... que je ne dise pas de bêtises, sous 2 mètres de colonne d'eau. Donc évidemment, il faut déjà une sacrée pompe à air, hein, pour faire bouger des calennesses ou des hélix. Oui, surtout, et puis ici le facteur important qui définit la taille et la puissance de la pompe à air, c'est surtout la colonne d'eau, hein. On rappelle qu'il y a quand même plus que 2 mètres de colonne d'eau. Ben voilà David, ça y est, ça tourne. On peut constater évidemment que l'eau s'est clarifiée très rapidement. Oui, ça a été très vite, hein. Au début, on connaît évidemment la technique des filtres à tambour. C'est pas nouveau. On en a d'autres qui tournent déjà depuis un petit temps au magasin. Mais on est quand même toujours très surpris au moment où on le met en route de la quantité de déchets et la vitesse à laquelle ce filtre il retire mécaniquement. C'est vraiment un filtre mécanique extraordinaire. Bon, évidemment que nous, on est plus habitués à voir ça parce qu'il y a des piscicultures qu'on visite occasionnellement où ils ont des densités de poissons très élevées et où ils ont la même problématique que nous, c'est-à-dire le temps qui est souvent un problème, l'entretien qui doit se faire de la manière la plus automatique possible. Et c'est vrai que c'est un filtre pour ça, c'est vraiment quelque chose. Pour celui qui a un bassin comme celui-là, avec beaucoup de poissons, auquel il donne beaucoup à manger, ça change la vie, hein. Eh ben voilà, de toute façon, maintenant, si vous revenez rendre visite ici chez Poisson d'Or, eh bien, vous verrez ce bassin un petit peu différemment, puisque vous aurez eu l'occasion de voir cette filtration. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posé les questions auparavant, hein, oui, de comment était cette filtration. Maintenant, c'est chose faite, hein, donc vous avez eu l'occasion de voir un aperçu global, non seulement de l'ancienne filtration, mais de la nouvelle et comment est-ce qu'elle a été installée. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à profiter maintenant d'une eau claire et des beaux poissons qui sont dans le bassin. Tout à fait. Et alors, on est occupé de réfléchir, mais ce n'est pas encore fait. On doit d'abord voir comment est-ce qu'on peut le faire de manière esthétique et surtout de manière sûre au niveau sécurité. Mais j'ai demandé à avoir une possibilité pour mettre une partie à la place de la terrasse en banquirail, de mettre une petite partie vitrée afin que les gens puissent voir le filtre. C'est ça. Bon, ça, c'est pour le futur, hein. Oui, ça, c'est pas pour tout de suite. Une chose à la fois. Exactement. Eh bien voilà, moi il me reste à vous dire, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, hein, c'est important. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Et puis en attendant, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Au revoir.
Bye.